À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le monde se reconstruit peu à peu et essaye de tourner l'une des pages les plus terribles de l'histoire de l'humanité. En Occident, la paix revient, mais les économies sont à plat, les villes détruites, les familles endeuillées. Le monde continue à tourner et Hollywood veut refaire rêver les familles pour Noël. Produire des films de Noël, oui, mais pas n'importe comment. Le message doit être clair et, on va le voir, évoluera entre 1946 et le milieu des années 50. Le très renommé Frank Capra a la lourde tâche en 1946 de redonner envie de rêver avec Noël. Avec La vie est belle, il dépeint un James Stewart incarnant George, un homme dépressif et suicidaire au bord du gouffre psychologique et financier le soir de Noël. Sa famille prie chaque jour qui passe en espérant que leur message traverse le ciel pour rejoindre le paradis. C'est là que l'ange gardien Clarence Hotbody se voit confier une mission, celle de redonner à George la joie de vivre et lui ouvrir les yeux sur les bonnes actions qu'il a accomplies dans sa vie. Des bonnes actions au service des autres, mais qui ont mené George à sacrifier ses ambitions professionnelles alors que le milliardaire Henry Potter cherche à faire main basse sur la ville de Bedford Falls. Porté par un casting réunissant James Stewart, Donna Reed et Lionel Barrymore, La vie est belle raconte une Amérique endettée, fatiguée, où les rêves d'avant-guerre semblent s'être évaporés. Si le film de Frank Capra est un échec lors de sa sortie au box-office, celui-ci est aujourd'hui cité parmi le top 100 des meilleurs films américains de l'histoire et dans le top 50 des films à avoir vus avant 14 ans. De plus, il terminera dans la liste des films préférés de son réalisateur et deviendra le film préféré de James Stewart et celui également de Donna Reed. Le film impose le message fort que pour reconstruire l'Amérique, il faudra passer par une force collective puissante, synonyme d'entraide entre familles, amis et voisins. Si le message du film est louable, dans un trauma post-Seconde Guerre mondiale, le film de Frank Capra présente quelques limites sur le fond. Le personnage de George Bailey sacrifie toute sa vie au profit des autres, comme si son bonheur personnel était secondaire au bonheur de la communauté. Au passage, le film attire l'attention du FBI dans une Amérique hostile à la moralité communiste. Il est aussi trop simpliste et parfois conservateur dans une vision idéalisée de l'Amérique. Il fait fi des réalités sociales de l'époque, avec notamment la ségrégation et les conséquences économiques de la Grande Dépression qui ne sont toujours pas réglées. Frank Capra apporte une morale dépendante de l'intervention divine et ne propose pas de résolution politique ou structurelle des maux réels d'une Amérique en crise. C'est peut-être ce mélange entre lecture marxiste et chrétienne qui donnera un rendu flou pour le public, entraînant l'échec commercial du futur classique de Noël. Un an plus tard, les choses changent déjà avec la sortie de Miracle sur la 34e rue de George Seaton. Son film transforme un peu plus Noël en fête de consumérisme, mettant de côté cette fois tout l'aspect religieux de la fête et fait du Père Noël son personnage central. Doris Walker, une jeune employée d'une grande chaîne de magasins, prépare un défilé de Noël. Seulement voilà, l'homme qui devait incarner Papa Noël a un peu trop forcé sur la bouteille et n'est plus en mesure d'assurer le coup. Dans l'urgence, Doris recrute un vieil homme, Kris Kringle, qui colle physiquement à la perfection avec le personnage, sans se douter qu'il s'agit en réalité du vrai Père Noël, ou tout du moins ce que Kris essaye de faire croire. Constatant le pessimisme du directeur des magasins et de sa fille, Kris Kringle va participer à un procès avec pour objectif de prouver qu'il est le véritable Père Noël. Avec Maureen O'Hara, Edmund Gwenn, John Payne et Natalie Wood, Miracle sur la 34e rue, un an après La vie est belle, prend un virage à 180 degrés pour mettre en avant la société de consommation américaine, la joie et les rêves créés par l'esprit de Noël. C'est une véritable réussite. Le film de George Seaton décroche un Golden Globe et 3 Oscars lors de la cérémonie de 1948, dont ceux du meilleur acteur dans un second rôle pour Edmund Gwenn, celui de la meilleure histoire originale et du meilleur scénario adapté. Ici, point de magie fantastique, mais la bonté humaine et la foi qui triomphent de l'empreinte de cynisme laissée par la guerre. Une comédie judiciaire avec un Père Noël sans super pouvoir pour prouver sa réelle existence, mais une bienveillance et un cœur pur qui donnent envie d'y croire. Miracle sur la 34e rue porte un message d'espoir et oppose l'imaginaire collectif
face aux institutions américaines. Le tribunal pourrait délibérer sur l'existence ou non du Père Noël. Si celui-ci existe dans le cœur de millions de personnes, alors un consensus se forme pour établir une vérité. Et qu'est-ce que la loi peut faire face à un consensus collectif pour retourner la donne? En réalité, pas grand-chose. La morale du film veut que l'on fasse preuve de pragmatisme, mais que l'on soit capable de garder la possibilité de rêver pour garder un horizon, ou du moins un sens à sa vie. Les années 50 marquent la relance de l'économie américaine. Michael Curtiz, réalisateur de Casablanca, l'un des plus grands films de tous les temps, souhaite enfin célébrer Noël comme il se doit et tourner la page des blessures du passé. Avec Noël Blanc, il crée un duo qui va devenir une référence du milieu des comédies musicales entre Danny Kaye et Bing Crosby. Sorti fin 1954, Noël Blanc raconte l'histoire de Phil Davis et Bob Wallace, deux militaires américains qui décident de former un duo de chanteurs après la Seconde Guerre mondiale. Ils marqueront l'esprit de leur supérieur, le général Waverly, avant de rentrer chez eux aux États-Unis. Ils feront la rencontre des sœurs Haynes, Betty, incarnée par Rosemary Clooney, la tante de George Clooney, et Judy, jouée par Vera Ellen. Ensemble, ils vont préparer un spectacle surprise pour leur retrouvaille avec le général pour lui offrir de joyeuses fêtes alors que celui-ci est ruiné. Composée par le russe Irving Berlin au début des années 40, la chanson White Christmas, chanson phare du film, deviendra un classique de Noël et un classique du répertoire musical de Bing Crosby. Noël à Hollywood a fait sa mue. L'optimisme du film, le choix de la comédie musicale de Noël montre le visage d'une Amérique qui regarde vers l'avant et entre dans son âge d'or économique au milieu du XXe siècle. Ouvrir le film sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et le terminer sur l'hommage au général Waverly souligne là l'importance pour la société de prendre soin de ses vétérans, tourmentés par les souvenirs du front. Noël Blanc s'illustre aussi dans ses choix de représentation sociétaux, avec l'image du couple idéal entre Bob et Betty et Phil et Jody. Michael Curtiz livre une ode aux valeurs américaines et mise sur les performances musicales au point de parfois laisser trop de côté l'aspect magie de Noël entre la première et la dernière partie du film. La magie provient des prestations musicales de Bing Crosby et Danny Kaye qui pourraient se dérouler à n'importe quel moment de l'hiver. Seul le dernier acte vient nous rappeler la période festive. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. May your days be merry and bright.
Les Noëls d'après-guerre sont surtout un moyen de représenter une société malade, qui guérit peu à peu, qui met en avant la représentation de la famille parfaite et le retour de la stabilité économique. Quelques éléments comme les sapins, les décorations, l'apparition ou l'évocation du Père Noël viennent nous montrer que cette période de fête est de plus en plus accessible. Une fête populaire qui cependant ne peut effacer d'un claquement de doigts les maux du passé, et que la famille, les amis et la foi sont les clés pour reconstruire la société. Noël est un produit culturel de masse pour Hollywood, symbole de prospérité. À travers ces 3 films, nous avons vu que la fête de Noël est certes un moment de magie pour l'ensemble de la population, mais au cinéma, il s'adresse surtout à un public jeune, en quête de repères et d'identité. C'est au travers d'histoires dramatiques et de comédies sociales que le cinéma répare les esprits à la sortie du plus grand conflit armé de l'histoire mondiale. Et que derrière l'imaginaire de la féerie de Noël, il y a la marque d'un monde blessé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et en attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, on se retrouve en 2026 sur la chaîne de Monsieur Kinétographe. À bientôt.